Voilà, je vais continuer la lecture du bouquin. GPA. La gestation pour autrui, GPA, est le fait pour une femme désignée généralement sous le nom de mère porteuse de porter un enfant pour le compte d'un couple de parents d'intention, à qui il sera remis après sa naissance. C'est une forme d'assistance médicale à la procréation qui consiste en l'implantation dans l'utérus de la mère porteuse d'un embryon issu d'une fécondation in vitro, FIV, ou d'une insémination. Selon les techniques utilisées, soit les membres du couple sont les parents génétiques de l'enfant, soit le couple d'intention n'a qu'un lien génétique partiel avec l'enfant, soit le couple d'intention n'a aucun lien génétique avec l'enfant. Au niveau international, aucun texte contraignant relatif à la gestation pour autrui n'a été adopté. Plusieurs pays européens, dont la France, interdisent la GPA. En France, où la GPA est interdite tant que la jurisprudence que par la loi, chaque année, une centaine de couples a recours à une mère porteuse pour avoir un enfant, souvent à l'étranger. L'homme du couple demandeur peut reconnaître l'enfant, mais la femme ne peut établir de lien de filiation à son égard, puisqu'elle ne l'a pas mis au monde. Les promoteurs de la gestation pour autrui dite éthique ou parfois altruiste connaissent et dénoncent bien évidemment la marchandisation des corps, mais sont favorables à la prise en compte du désir d'enfant qui leur semble suffisante pour justifier la mise en place de grossesse pour le compte d'autrui. Il et elle plaident en faveur d'une régulation par le droit de la pratique qui pourrait à la fois satisfaire le demandeur et respecter la donneuse enfant. Après la Société des Nations en 1926, notre code pénal a défini la réduction en esclavage par le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. L'exercice de ce droit permet de disposer de quelque chose, d'en user et d'en récolter éventuellement les fruits. Nous pouvons donc comprendre qu'en s'appropriant l'usage des organes d'une femme et le fruit de cet usage, l'enfant, on s'approprie la vie de la personne elle-même pendant tout le temps de la grossesse. Il n'y a donc rien d'éthique dans cette pratique. Dans son arrêt de 1991, la Cour de cassation formulait clairement les choses en disant que le corps humain est indisponible. La convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance, contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité des personnes. Cela signifie qu'en droit, une personne ne dispose pas de son propre corps pour le donner ou le vendre et ne dispose pas de son enfant pour le céder à d'autres, même à titre gratuit. En 2003, la même Cour de cassation jugeait que la maternité substituée constituait un détournement de l'institution de l'adoption. Le but de l'adoption est de donner des parents à un orphelin ou un enfant abandonné et non pas de programmer l'abandon volontaire d'un enfant par sa mère de naissance. La novlangue a de nouveau été utilisée pour remplacer la notion de mère porteuse par la formule moins choquante, gênante de gestation pour autrui, GPA. Pour la Cour suprême de Californie, un État où les contrats de mère porteuse sont valides, l'enfant est considéré comme appartenant belonging to à ceux qui l'ont conçu. Décision de 1993, Johnson v. Calvaire. Fruit de leurs projets, de leurs concepts et de leurs intentions, il leur appartient en quelque sorte comme un bien. Dans cette affaire où la mère porteuse et la mère génétique se contestaient mutuellement la filiation maternelle, la Cour suprême a considéré qu'elles étaient toutes les deux mères naturelles de l'enfant, puisque selon la loi californienne, la maternité est prouvée soit par l'accouchement, soit par un test génétique. Pour établir la filiation juridique, il fallait, selon la Cour suprême, se placer au moment de la conception. À cette date, seule la mère biologique avait l'intention d'être la mère de l'enfant. Par conséquent, c'est elle qui a été reconnue comme la mère légale de l'enfant. Par ailleurs, les tribunaux ont progressivement admis que les parents commanditaires peuvent, s'ils sont les parents génétiques de l'enfant à naître, obtenir avant la naissance une décision judiciaire leur attribuant la filiation. Ils peuvent en effet, par une procédure à laquelle la mère porteuse et son éventuel conjoint doivent consentir, demander au tribunal qu'il rende avant la naissance une décision selon laquelle ils sont les parents légaux de l'enfant et ont le droit de lui donner un prénom. La mère porteuse et son conjoint n'ont pas le droit ni de responsabilité légale à l'égard de l'enfant. Le personnel de l'établissement où l'accouchement a lieu doit porter le nom des parents commanditaires sur la déclaration de naissance. Ce statut est incompatible avec la personne humaine et nos lois françaises. Certains Français se rendent à l'étranger là où l'achat d'une femme et d'un enfant est toléré ou légal. Ces enfants nés d'une GPA à l'étranger peuvent obtenir un certificat de nationalité française si l'un des parents est français et ne sont ni privés d'identité ni fantômes de la République. En 2008, le rapport du groupe de travail du Sénat a recommandé d'autoriser la gestation pour autrui en l'encadrant strictement.
Les intervenants seraient mis en contact par des associations à but non lucratif agréées par l'Agence de la biomédecine. Leur relation ne serait pas régie par un contrat convenu entre eux, mais par la loi. Une décision du juge autoriserait le transfert d'embryons. Seule la gestatrice prendrait les décisions relatives à la grossesse, notamment une interruption de celle-ci. La gestatrice aurait en outre un droit de repentir 3 jours après l'accouchement pour déclarer être la mère légale de l'enfant. La GPA ne donnerait lieu qu'à un dédommagement raisonnable du couple bénéficiaire à la gestatrice, comme le souligne Jacqueline Mandelbaum, biologiste et membre du CCNE. Les risques existent pour la mère porteuse. Une étude réalisée il y a près de 15 ans en Grande-Bretagne fait état de plus de naissances de jumeaux, 20% de césarisme, de plus de 20, je vais y arriver, fait état de plus de naissances de jumeaux, 20% de césariennes, 20% de fausses couches. Ajoutons à cela les risques psychologiques, le fait de porter un enfant pour l'abandonner, le fait de faire une fausse couche ou de subir une césarienne, ou même dans de rares cas devoir faire une IVG ou une IMG, utérus artificiel. L'idée d'utérus artificiel, UA, est la première fois formulée par le biologiste britannique J.B.S. Haldane dans les années 20, à la fin des années 1970. Les premiers succès britanniques de fécondation in vitro et d'obtention de bébés éprouvettes permettent de dissocier les deux fonctions maternelles, maternité ovarienne et maternité utérine, qui étaient jusque-là réunies en une seule personne, et d'envisager cette technique d'ectogénèse susceptible d'entraîner des bouleversements psychologiques et anthropologiques au cours du XXIe siècle. Source: Philippe Descamps, L'utérus, la technique et l'amour, l'enfant de l'ectogénèse. Presse universitaire de France, 2008, page 2. Un utérus artificiel comme un organe de substitution, exemple le rein artificiel, pourrait être utilisé pour aider les femmes dont l'utérus est endommagé ou malade à développer le fœtus à terme. Il y a également la possibilité de déplacer le seuil de viabilité des prématurés à un stade beaucoup plus précoce de la grossesse. En 2017, un appareil d'utérus artificiel est conçu par les chercheurs de l'hôpital pour enfants de Philadelphie, États-Unis. C'est une poche en plastique remplie d'une solution proche du liquide placentaire naturel et est équipée d'un système qui fournit de l'oxygène via le cordon ombilical, reconstituant ainsi au mieux l'environnement où évoluent les fœtus avant la naissance. Leur invention consiste en un placenta de remplacement, un oxygénateur branché sur le cordon ombilical de l'agneau, qui élimine également le dioxyde de carbone et fournit des nutriments. Le sang est entièrement pompé par des battements du cœur du fœtus, tout comme il le serait dans l'utérus. Le sac agit comme un sac amniotique rempli de liquide chaud, stérile et fabriqué en laboratoire que l'agneau respire et avale, comme le ferait un fœtus humain. Les agneaux ont été installés dans l'appareil baptisé Biobag. Après 15 semaines de gestation, un stade de développement où leurs poumons sont équivalents à ceux d'un fœtus humain, prématuré extrême, soit 23 à 24 semaines, environ 6 mois. Selon les premiers résultats publiés par les chercheurs américains dans la revue Nature Communications, cet appareil permettrait de faire baisser de 90 à 10% le taux de mortalité des prématurés extrêmes. Il permettrait aussi de diminuer le risque de séquelles de 90 à 30%. Source: un système extra-utérin pour soutenir physiologiquement l'agneau prématuré extrême. Nature.com. Un bébé humain est considéré comme prématuré s'il naît avant 37 semaines et prématuré critique avant 26 semaines. La limite de viabilité du fœtus est estimée à 22 à 23 semaines de grossesse. Mais en dépit des progrès des soins de néonatologie, la mortalité à ce stade où le bébé pèse moins de 600 grammes reste très élevée. 50 à 70%. Aujourd'hui, les grands prématurés qui ne peuvent pas respirer de façon autonome sont intubés et mis sous respirateur artificiel, ce qui stoppe le développement de leurs poumons et les expose à des infections. À ce stade de leur développement, ils sont en effet incapables de s'adapter convenablement à leur milieu aérien. Mais l'étude sur les agneaux connaît ses limites. Alors que les petits caprinés ont un développement pulmonaire analogue au fœtus humain, celui de leur cerveau est bien plus avancé. Or, les bébés grands prématurés souffrent souvent d'hémorragie intracrânienne. Les chercheurs indiquaient penser pouvoir effectuer les premiers essais chez l'homme entre 2020 et 2022,
Le programme Horizon 2020 de l'Union européenne a attribué la somme de 2,9 millions d'euros à une équipe de chercheurs de l'université d'Eindhoven aux Pays-Bas pour créer un utérus artificiel. Celui-ci ne sera pas destiné aux femmes rencontrant des problèmes de fécondité, mais aux bébés nés avec une extrême prématurité, soit avant la 28e semaine d'aménorrhée. Il devrait permettre d'augmenter leurs chances de survie. Cet utérus artificiel qui évite de nombreux branchements sur le corps du bébé peut d'autre part éviter des dommages induits par l'intrusion de corps étrangers dans son organisme. Pas encore tout à fait développé. Connecté à un ordinateur, le dispositif permettrait aussi de suivre en temps réel les besoins et l'état du bébé. Contrairement au biobag, composé de plastique transparent, l'utérus artificiel que comptent mettre au point les chercheurs néerlandais recréerait l'ambiance sensorielle d'un vrai utérus. Le son du rythme cardiaque de la mère y serait par exemple diffusé. Les chercheurs australiens de l'Institut scientifique Weizmann ont mis au point des utérus artificiels UA permettant le développement d'embryons de souris pendant 6 jours environ. Les embryons se sont développés normalement. Leur cœur, visible à travers les flacons en verre, battait régulièrement à 170 battements par minute. Les souris n'étaient pas plus grosses que des graines de tournesol, mais ce qu'elles représentent est énorme. La percée nous rapproche de la reproduction sans grossesse. La différence d'implication biologique due à la gestation et le déséquilibre le plus insoluble entre les sexes. Dans le même temps, des équipes australiennes et américaines sont parvenues à créer des blastocystes humains à partir de cellules souches qu'ils ont fait se développer dans des incubateurs. L'étude israélienne en particulier parvient à pousser ce développement plus loin qu'on ne savait le faire par une combinaison de facteurs chimiques et mécaniques. Ils parviennent à aller au-delà du stade de blastocyste, stade très précoce du développement d'un embryon, juste après la morula, et même à dépasser un peu le moment de la phase suivante, la gastrulation. Mais nous sommes encore loin d'une grossesse complète. La gastrulation correspond à la seconde phase de développement embryonnaire lors de laquelle la mitose est en continuel ralentissement. La mitose est une duplication non sexuée asexuée. Contrairement à la méiose, c'est la division d'une cellule mère en deux cellules filles strictement identiques génétiquement. La gastrulation débute entre le 14e et le 15e jour du cycle cellulaire. Elle est directement précédée de la segmentation et suivie par la neurulation. La segmentation correspond aux divisions cellulaires de la cellule œuf puis de l'embryon sans augmentation du volume. C'est la première phase de tout développement embryonnaire. La neurulation est une étape du développement embryonnaire des métazoaires triploblastiques, au cours de laquelle se met en place le système nerveux central. La période est décisive pour le développement de l'organisme. Toute anomalie ayant lieu avant cette gastrulation conduisant à la mort de l'embryon. C'est une réaction dite en tout ou rien. La promotion de l'utérus artificiel, UA, promettra de mettre fin pour les femmes aux diverses modifications biologiques complexes qui menacent parfois l'organisme tout entier. En plus des changements sociaux inévitables qui se produisent en conséquence, notamment au regard de sa carrière et de ses activités, de plus, un utérus artificiel signifierait une parité reproductive complète entre les sexes. Tout ce que chacun a à faire est de fournir ses gamètes et le reste est pris en charge. Mais les utérus artificiels peuvent aussi saper le fondement des droits et libertés reproductifs des femmes. En Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, la limite d'avortement est liée à la viabilité des fœtus en dehors du corps humain. Il est actuellement fixé à 24 semaines de gestation, car les fœtus à un stade précoce de développement ne devraient pas pouvoir survivre en dehors de l'utérus. Et si tous les fœtus et même les embryons étaient potentiellement viables parce qu'ils pourraient être placés dans un utérus artificiel, les chercheurs du CHOP veulent que leur appareil soit considéré comme éthiquement banal. Notre objectif n'est pas d'étendre les limites de la viabilité, mais d'offrir le potentiel d'améliorer les résultats pour les nourrissons déjà réanimés régulièrement, explique leur article. Dans les pays où l'avortement est légal, l'accès à celui-ci découle du droit de la femme de choisir ce qui arrive à son corps, mais si les bébés non désirés pouvaient être sauvés par la technologie, placés dans un utérus artificiel puis abandonnés pour l'adoption, alors l'avortement pourrait être à la fois pro-choix et pro-vie. Pourquoi une mère devrait-elle être en mesure de décider de mettre fin à un bébé non désiré si un utérus artificiel peut lui sauver la vie? Demandent certains chercheurs. Matt Kemp dirige le laboratoire périnatal de la Women and Infants Research Foundation, WIRF, en Australie occidentale, et le ventre artificiel de son équipe
ex vivo utérine, environment ou Have Therapy, a rapporté ses premiers grands succès dans un article publié quelques mois après CHOP. Le biobag a volé le tonnerre d'Ève, et bien que Kemp y fasse peu référence, il semble un peu étrange. À très bientôt pour une prochaine vidéo.